Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV. Aujourd'hui, interview Top Premium où l'on va parler vélo avec vous, Catherine Pilon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la secrétaire générale du Club des villes et territoires cyclables et marchables. D'ailleurs, on ne va même pas que parler vélo, on va parler aussi de marche à pied. C'est aussi un mode de déplacement, évidemment, qui se développe encore plus avec cette période en ce moment. On va pouvoir en parler, mais évidemment, l'essentiel, ce sera la place du vélo. Peut-être d'abord avec vous, votre rôle au sein donc, du Club des villes et territoires cyclables. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que vous y faites et pourquoi vous vous êtes intéressé à ce sujet-là? Alors, moi, je suis arrivée depuis un an dans cette association, parce que c'est une association 1901, une association de collectivités territoriales. C'est ça. Et donc, cette association de collectivités territoriales, elle fédère 220 collectivités dans toute la France, de toute taille, des petites, des moyennes, des plus grosses, des départements, des régions. Donc on a vraiment toutes les échelles territoriales représentées pour défendre le vélo comme un mode de déplacement quotidien et pas seulement comme un mode de promenade, de loisir ou encore sportif. Donc c'était vraiment ça. Les déplacements travail-domicile pour exactement. Domicile-travail, tout à fait. Plutôt de chez soi le matin. Et donc moi j'ai découvert cette association en étant élue dans une ville il y a plusieurs années déjà. Et donc j'ai trouvé qu'elle était très utile et intéressante. Et donc j'ai souhaité la rejoindre. Et avec du coup énormément d'actualités, effectivement, post-crise sanitaire. Il y avait même, au-delà de ça, de toute façon, un vrai engouement pour l'utilisation du vélo, une vraie logique dans certains endroits, certaines villes. Logique, mais pas toujours facile à mettre en place. Comment justement on fait en sorte que le vélo trouve sa place, que les cyclistes se sentent en sécurité et que les automobilistes à la fois respectent les cyclistes et ne soient pas entre guillemets, perturbés par tous ces vélos qui arrivent et auxquels on n'était pas forcément habitués. C'est vraiment l'enjeu du moment. C'est tout à fait l'enjeu du moment. En fait, ça fait 30 ans, plus de 30 ans que l'association existe et qu'elle propose qu'on prenne en compte le vélo comme un mode de transport. Et finalement, ça ne s'est fait que tardivement avec le plan vélo de 2018 et puis la loi d'orientation pour les mobilités fin 2019 qui positionne le vélo comme un mode de déplacement parmi les autres. Donc, comment on fait? Il y a des évolutions positives qui existent. Par exemple, il y a eu une évolution du code de la route qui a permis de protéger mieux les cyclistes. Par exemple, en permettant de ralentir la vitesse dans les villes. Donc, par exemple, ralentir à 30 km/h, c'est une solution très intéressante pour qu'il y ait moins d'accidents et pour qu'il y ait moins de pollution. Donc on défend cette idée, elle est possible, il n'y a plus qu'à le mettre en place. Ce 30 km/h, est-ce que vous le dites que c'est bien de le mettre entre guillemets partout dans une ville, ou est-ce que sur certaines zones c'est plus logique, ou est-ce que c'est compliqué de se dire parfois c'est 30, parfois c'est 50? Qu'est-ce qu'il y a pu avoir comme retour? Et puis peut-être que la réponse à Paris ne sera pas la même qu'au Mans et qu'à Strasbourg, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on arrive à conclure comme solution idéale? Alors, il n'y a jamais de solution idéale et les territoires sont les mieux placés pour savoir comment le mettre en place. Ce qui est sûr, c'est que 30 km/h, c'est une bonne vitesse en ville et que le fait de faire changer les vitesses, on voit bien sur certaines routes, vous êtes à 50, puis à 70, tout d'un coup ça devient 110 et puis 70. Bon, c'est plus simple si on se dit que partout c'est 30 km/h, en agglomération dense en tout cas. Et donc l'idée, ça serait plutôt d'envoyer ce message que le 30 km/h devient la référence et le 50 l'exception. En ville. Sur certaines peut-être voies assez sur des voies plus larges. Où il y a une piste cyclable aussi, ça peut aider, j'imagine. Voilà, qui accueille du transit ou autre, mais sinon il n'y a pas besoin d'aller à 50 km/h. De toute façon, la vitesse moyenne en ville, de mémoire, est de 17 km/h, par exemple, en agglomération parisienne. Donc en passant à 30, on ne va pas les ralentir. On va juste s'adapter éventuellement en fonction du côté cas par cas. Et c'est justement l'utilité, en tout cas ce que fait au quotidien, j'imagine, cette association, ce club des villes et territoires cyclables, c'est vraiment apporter une solution concrète, locale, avec des élus qui se disent, moi je me rends bien compte que dans ma ville, c'est ça qu'il faut mettre en place. Comment on arrive aussi à justement mettre en place ces pistes cyclables? On a beaucoup parlé des coronapistes qui ont beaucoup aidé, qui parfois étaient faites un peu à la va-vite parce que dans l'urgence, il fallait trouver des solutions. Donc certaines sont pérennes, d'autres, on s'est rendu compte qu'elles n'étaient peut-être pas forcément au bon endroit. Là aussi, comment on arrive à avoir le bon retour d'expérience? Alors là-dessus, c'est un autre sujet. Les pistes cyclables, en fait, elles ne sont pas toutes seules, elles sont pensées dans un plan global. En fait, les collectivités, elles essayent d'avoir un schéma, un maillage pour permettre à un vélo de partir d'un point A à un point B en étant en sécurité le plus
longtemps possible. C'est ça. Et donc il s'agit de repérer les points noirs, en fait, là où il y a des difficultés, là où il y a le plus grand nombre de cyclistes qui passent, et puis les interconnexions avec les territoires voisins. Ouais. Et donc, une fois qu'on a un petit peu cette vision globale, eh ben, on arrive à déterminer un schéma de pistes cyclables à développer au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des budgets disponibles. Ouais. Et voilà comment ça se passe. Donc, avec le Corona, on a réussi à avoir une accélération de ces politiques. Oui. Toutes les villes qui avaient déjà des schémas cyclables préalables, elles ont pu réaliser en très peu de temps plein d'expérimentations qui permettaient de tester finalement le schéma cyclable dans son ensemble. Et qu'on peut pérenniser parfois quand même, on se rend compte que là, et la plupart ont été pérennisés. La bonne réponse. C'est-à-dire que nous, on a fait une enquête, alors on n'a pas d'exhaustivité, mais on a fait une enquête auprès de plus de 100 collectivités, et on avait plus de 80% de volonté de pérennisation. D'accord. Ouais. Et là, le chiffre du nombre de pistes cyclables, on est à 53 500 km en France. Ouais. On a bondi, en fait, entre 2019 et aujourd'hui, grâce à cet effet d'accélération. Après, il y a des endroits où la piste cyclable, elle a été jugée trop dangereuse de façon provisoire, donc nécessitant des travaux importants, ou alors pas assez favorable aux piétons, puisque une piste cyclable, elle doit aussi... Enfin, normalement, les aménagements provisoires, il fallait qu'ils profitent aux deux modes actifs et pas que au vélo. Donc ça a pu remettre en cause, ou parfois des communes ont eu peur aussi, en se disant, oh là là, j'ai eu beaucoup d'automobilistes qui ont râlé, et donc elles ont reculé. Il y a aussi parfois un manque de conviction ou d'audace politique, on va dire. Il faut aussi changer les habitudes. Mais voilà. Mais globalement, ça va dans le bon sens, puisque la grande majorité a pérennisé ces pistes. Donc les pistes, on parlait des pistes, c'est vraiment quelque chose à développer, parce que c'est une garantie d'une augmentation de la pratique du vélo. Voilà. Plus on fait de pistes, et plus on aura de cyclistes. Et pour garantir justement que l'usage augmente à nouveau, qui a déjà beaucoup augmenté, qu'est-ce que vous avez pu observer? C'est vraiment ce trajet domicile-travail et puis ces petits déplacements du quotidien qu'on aurait peut-être fait en bus, qu'on aurait peut-être fait en voiture, je ne sais pas. C'est ça qui a évolué. Est-ce qu'on arrive un petit peu à quantifier au-delà effectivement de la sortie loisir du week-end? Alors, on sait qu'il y a eu une augmentation de la fréquentation à vélo et le week-end. Et en semaine. Donc on pense que ça a touché et les domiciles-travail et la promenade, le loisir, etc. Donc ça, c'est une très bonne chose. On sait que ça s'est fait dans tous les territoires, donc beaucoup plus en milieu urbain dense. On est à 30 voire 50% dans certaines agglomérations. Moins en périurbain, mais quand même 14%. Donc on voit que ça bénéficie à tous les territoires. Et on voit que ça bénéficie aussi aux femmes de plus en plus, puisque traditionnellement, le cycliste est plutôt un homme de 30, 40 ans. Voilà, on a vu aussi un élargissement, mais il faut qu'on affine cette connaissance. Et sur l'aspect filière vélo, justement, est-ce qu'il y a des leviers économiques à densifier, à mettre en place? Parce que justement, c'est très nouveau, ça va très vite, à la fois que ce soit, je ne sais pas, sur la réparation, sur justement investir sur les pistes, tout ça. Est-ce que c'est de plus en plus dans les têtes des collectivités de se dire il faut que j'ai mon budget vélo, pour simplifier, et puis qu'il y ait des choses qui se mettent en place, qu'il y ait toutes les entreprises qui correspondent aux besoins, là, c'est en train de se faire? Ça a déjà commencé et ça se renforce énormément. C'est-à-dire que les collectivités, elles font partie de l'écosystème vélo vraiment. En mettant en place de la location sur leur territoire, en mettant en place de l'aide à l'achat, en construisant des pistes cyclables, en apprenant à faire du vélo à leurs habitants, elles génèrent en fait une commande de vélo. Elle génère aussi des retombées indirectes avec la création de voiries dédiées et tout, du stationnement dédié. Donc tout ça fait que finalement, une collectivité, elle dynamise la filière vélo. Et donc depuis très longtemps, le club, il soutient cette filière, il la rend visible. On fait des salons professionnels 2 fois par an, enfin 1 fois par an, pardon, pour montrer les progrès, les évolutions dans le domaine cyclable. Et on a fait cette année un Tour de France de la filière vélo pour valoriser ce qui se fait, ces entreprises, les écosystèmes locaux, les relations avec les collectivités. Parce qu'il y a effectivement pas mal de vélos made in France, tout à fait. Pas forcément toujours 100%. Mais il y a du montage en France, il y a des pièces qui commencent à se faire de plus en plus en France. Et puis derrière, il y a la réparation, il y a la formation dans des métiers d'avenir.
On sait que l'automobile va sans doute perdre des emplois dans l'avenir, mais ça peut être une solution, le vélo va en créer, donc il y a sans doute des ponts à faire, et c'est à ça qu'on a voulu travailler. Et la mission Gouffier-Cha, qui est un député qui vient de se voir confier une mission sur le vélo, dont il doit rendre prochainement les conclusions. Pour justement développer, mettre en place... Voilà, on l'avait invité dans ce Tour de France, en tant que coprésident du Club des élus nationaux pour les vélos, qui est un club de parlementaires. Pour découvrir cette filière, et il est convaincu, enfin il le dira, mais il est vraiment convaincu qu'il y a du potentiel pour la filière française. Peut-être un petit mot de la fin sur, ce serait quoi votre souhait pour 2022 Un dossier qui avance concrètement, qu'on se dise à nouveau, ça continue, ça se développe bien. Alors, j'en ai plusieurs des souhaits. Allez-y. Il va y avoir des élections cette année. Oui, c'est vrai. C'est un moment stratégique pour les exprimer. Ça, c'est sûr. Donc, Françoise Rossignol, la présidente du club, les a présentés à la presse la semaine dernière. Mais on attend vraiment d'avoir un plan vélo plus ambitieux qui permette d'accompagner les financements des collectivités. Parce qu'aujourd'hui, tout le programme de pistes cyclables, de stationnement, ça repose sur les finances des collectivités. Et on pense que ça vaut le coup. L'État met beaucoup plus dans les routes qu'il ne met dans le vélo. Et pourtant, il y a un fort enjeu pour la transition de nos villes à le soutenir. Et puis, un deuxième souhait, ça serait de renforcer l'apprentissage du vélo auprès des plus jeunes. Il y a un dispositif aujourd'hui qui s'appelle le savoir rouler, mais qui est facultatif. Qu'on soit à l'aise, même si on que tous les enfants apprennent en autonomie autonomie à se déplacer, et y compris pour aller à l'école. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voudrait soutenir. Et une autre piste, ça serait une meilleure courtoisie sur la route. Beaucoup de conducteurs automobiles ne connaissent pas les règles récentes du code de la route, ne savent pas qu'un vélo est légitime quand il arrive dans le sens inverse, ne respectent pas les sas vélo, pensent que tous les cyclistes grillent les feux quand ils passent au feu, alors qu'ils ont le droit puisqu'il y a un petit panneau qui leur permet. On voudrait vraiment travailler à la diffusion, à la connaissance des règles et à la courtoisie de la part de chacun des usagers de la route. Donc ça concerne les vélos, les automobilistes et les piétons qui ont aussi tendance à traverser quand ça les chante. Et en prenant des risques pour tout le monde. Quand on se met dans la peau de chacun, on voit que quand on est piéton, quand on est cycliste, quand on est au volant, on se rend compte effectivement de tous ces cas concrets. Merci beaucoup, on aura l'occasion forcément de reparler de cette thématique. Merci de votre invitation. À vous d'être venu et à très bientôt sur Mobility TV.